Irak. 13 décembre 2003. Dans une cachette au nord de la capitale, Saddam Hussein est arrêté par l'armée américaine, après des mois de fuite depuis la chute de Bagdad. Il est ensuite présenté devant un tribunal d'exception, le tribunal spécial irakien, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Mais il n'est jugé qu'à propos d'un épisode précis, le massacre de Doujaïl, survenu en 1982, où 148 habitants chiites furent exécutés après une tentative d'attentat contre lui. En 2005, la sentence tombe, la mort. Ce jugement révèle pourtant une contradiction. À l'époque des faits, les États-Unis avaient fermé les yeux sur les nombreuses exactions du dictateur. Bien au contraire, en pleine guerre Iran-Irak, Washington soutenait Saddam, devenu leur allié contre le nouveau régime iranien, qui s'était emparé du pouvoir durant la révolution de 1979. Cette république islamique rigoriste et autoritaire inquiétait à la fois les Occidentaux et les monarchies du Golfe. Pensant l'Iran fragilisé, Saddam Hussein choisit d'attaquer le nouveau régime des Mollahs en 1980. S'ouvre alors une guerre du 8 ans, faite de vastes offensives meurtrières, de tranchées, de frappes sur des tankers pétroliers et d'armes chimiques utilisées contre civils et militaires. Une guerre souvent oubliée, qui fut l'une des plus longues du XXe siècle. Revenons sur la guerre Iran-Irak et observons comment ce conflit a durablement modifié les équilibres au Moyen-Orient. Nous sommes en 1979. Le règne du Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, touche à sa fin. Cet autocrate, soutenu par les Occidentaux et notamment les États-Unis, est contesté de toutes parts. La crise économique s'accompagne d'une corruption généralisée. Les inégalités sociales deviennent criantes, tandis que la SAVAK, le service de sécurité nationale, fait régner la terreur. Les manifestations se multiplient. La répression, féroce, fait monter la tension d'un cran. La contestation se transforme en révolution, réunissant aussi bien des laïcs que des socialistes, des communistes ou des religieux. Acculé, le Shah est contraint de quitter le pays. L'ayatollah Khomeini, un dignitaire religieux chiite respecté, revient en Iran après un exil de 14 ans. Une république islamique est proclamée. Khomeini devient le guide suprême de la révolution islamique, mais son pouvoir est encore fragile. Dans le pays voisin, en Irak, cette même année, Saddam Hussein devient officiellement président de la République. Il a gravi les échelons un à un et participé activement à la révolution de 1968, qui a porté son oncle, al-Bakr, chef du parti Baas, au pouvoir. Ce mouvement prône l'unité du monde arabe et un socialisme étatique se voulant laïque et anti-impérialiste. Nommé vice-président, Saddam Hussein nationalise l'industrie du pétrole en 1972 et entame une politique de modernisation du pays avec les revenus de l'or noir. Les conditions de vie des Irakiens s'améliorent, tandis que Saddam Hussein parvient à contenir les volontés indépendantistes des Kurdes qui vivent en Irak. Avec son accession au pouvoir en juillet 1979, un virage s'opère. Des purges sanglantes sont menées contre les opposants politiques, ainsi que les Kurdes et les chiites, pourtant majoritaires dans le pays. Rapidement, Saddam s'inquiète de l'appel de Khomeini à exporter la révolution islamique. Cela menace directement son autorité. Fidèle à la tradition baasiste, il se verrait bien en leader du monde arabe et compte mobiliser l'identité sunnite des pays du Golfe pour faire face à Khomeini. Un ancien contentieux territorial avec l'Iran va servir de prétexte. Dès son accession au pouvoir, il mûrit un plan pour attaquer l'Iran. L'Iran compte 40 millions d'habitants, majoritairement perses et chiites. L'Irak, avec 13 millions d'habitants, est composé d'arabes majoritairement chiites, mais est dirigé par une élite sunnite. Iran et Irak partagent plus de 1400 km de frontières. Entre les deux, coule le Chat el-Arab, l'unique accès maritime de l'Irak. Le Chat el-Arab est d'une importance stratégique cruciale. C'est un point d'accès au Golfe Persique. Tous les deux pays exportent leur pétrole vers le reste du monde. Que ce soit pour l'Iran ou l'Irak, le pétrole constitue l'essentiel des revenus. En 1975, Saddam Hussein a dû accepter les accords d'Alger, qui fixait la frontière au milieu du fleuve, un compromis perçu comme une humiliation. Saddam Hussein souhaite contrôler la totalité du fleuve. En échange, l'Iran s'est engagé à cesser de soutenir les rebelles kurdes d'Irak. À cela s'ajoute la province iranienne du Khouzistan, riche en pétrole et peuplée en partie d'Arabes,
que Bagdad considère comme une terre légitime à revendiquer, au point de la surnommer Arabistan. Enfin, l'appel de Khomeini à exporter la révolution fait planer la menace d'une contagion du mouvement en Irak, où se trouvent deux des sanctuaires majeurs du chiisme, Najaf et Kerbala. En 1980, convaincu que l'Iran est fragilisé par sa révolution, Saddam Hussein commence à chercher des soutiens pour lancer une opération militaire. La plupart des pays occidentaux voient d'un bon œil son projet. Une attaque contre l'Iran doit contenir les velléités de Khomeini et protéger leurs intérêts pétroliers dans la région. Les États-Unis, anciens alliés du Shah, considèrent désormais le régime iranien comme ennemi, notamment depuis la crise des otages de novembre 1979, une cinquantaine de civils et diplomates retenus de force à Téhéran, qui a durablement tendu les relations. Pour Saddam, le moment est idéal. Il pense que l'armée iranienne, décapitée par les purges et les divisions internes, ne résistera pas. Ses contacts avec des opposants iraniens en exil confirment cette impression. Entre juillet et septembre 1980, Saddam Hussein multiplie les provocations. Il expulse plus de 30 000 Irakiens d'origine iranienne, puis annule les accords d'Alger. Convaincu qu'une guerre courte peut renverser Khomeini, il rassemble ses troupes. En septembre 1980, l'armée irakienne se range en ordre de bataille, convaincue d'une victoire rapide. L'Irak aligne près de 200 000 hommes. Son armée dispose d'environ 2500 chars, majoritairement d'origine soviétique, et de 350 avions de combat opérationnels, parmi lesquels des Mirage fournis par la France. En face, l'Iran compte en théorie plus de 300 000 soldats et un matériel moderne, près de 1700 chars et des centaines d'avions américains, fournis lors du règne du Shah. Mais en réalité, l'armée iranienne est en plein chaos. Comme le savait Saddam, de nombreux officiers ont été emprisonnés ou exécutés, tandis que l'embargo américain, décidé pendant la crise des otages, prive Téhéran de pièces détachées. Seulement la moitié de son aviation est en état de vol. Saddam Hussein lance l'offensive le 22 septembre 1980. L'aviation irakienne bombarde plusieurs aéroports iraniens, sans grand succès. L'aviation iranienne réplique et bombarde des sites pétroliers irakiens. Parallèlement, une grande offensive terrestre est lancée. L'opération est baptisée Écho de Qadisiyah, en référence à une célèbre victoire arabe sur les Perses au 7e siècle. Tout un symbole. Les divisions irakiennes franchissent la frontière sur un front de plus de 600 km. Les blindés avancent vers Khorramshahr. La ville devient un enfer. Les combats urbains sont sanglants. Les Iraniens la surnommeront Kuninshar, ville de sang. Malgré une défense acharnée, les forces irakiennes prennent finalement la ville après plusieurs semaines de combats. Plus au sud, Abadan, qui abrite une immense raffinerie, est assiégée. Mais les Iraniens parviennent à maintenir un étroit corridor d'approvisionnement, empêchant la ville de tomber. Au nord, l'Irak tente aussi de progresser dans les montagnes kurdes, sans parvenir à percer. La guerre éclair voulue par Saddam Hussein est un échec. Le déclenchement de la guerre est une opportunité inattendue pour l'ayatollah Khomeini. Cette guerre imposée devient une guerre bénie. Loin d'affaiblir le nouveau pouvoir, le conflit va au contraire le renforcer. Elle offre l'occasion d'accélérer l'islamisation de la société et de consolider son autorité. Les partis de gauche et les opposants, déjà fragilisés, sont marginalisés puis éliminés. La guerre permet de justifier la centralisation de l'État et l'instauration d'une austérité islamique stricte. Le patriotisme et le nationalisme sont exaltés. Aux côtés de l'armée régulière, Khomeini s'appuie sur les Pasdaran, les gardiens de la révolution, créés en 1979 pour protéger le régime. Le front stabilisé, l'Iran envisage désormais de reprendre l'offensive. Pour ce faire, les cadres de l'armée emprisonnés sont rapidement libérés afin de réorganiser le commandement. Les deux nations ont désormais besoin de matériel. L'Iran, théoriquement sous embargo, reçoit par des réseaux clandestins des pièces détachées pour son aviation de la part d'Israël. À cette époque, le régime de Tel Aviv se sent encore plus menacé par Saddam Hussein que par Khomeini et a tout intérêt à voir le conflit durer. La Syrie et le Liban, hostiles à Saddam, envoient également des armements. La Chine joue sur les deux tableaux. Elle fournit artillerie et munitions à l'Irak et à l'Iran. L'URSS et les pays européens, surtout la France, livrent des armes. Les États-Unis donnent des renseignements et du matériel à l'Irak, tandis que les monarchies sunnites du Golfe apportent leur soutien financier et créent le Conseil de coopération du Golfe, destiné à coordonner leur aide face à la menace iranienne. En septembre 1981, l'armée iranienne brise le siège d'Abadan. Des milliers de soldats irakiens sont faits prisonniers, des dizaines de chars détruits.
Cette victoire symbolique redonne confiance au régime. L'année suivante, Téhéran lance une série d'offensives. Après un mois de combats acharnés, Khorramshahr est reprise en mai 1982. La chute de la ville provoque un choc dans le monde arabe et contraint Saddam Hussein à ordonner un retrait général de ses troupes du territoire iranien. Pour le dictateur, la perte de Khorramshahr est pire qu'une défaite. C'est une humiliation nationale. À ce moment, la guerre aurait pu s'arrêter. L'Irak demande un cessez-le-feu, tandis que les monarchies du Golfe proposent d'indemniser financièrement l'Iran. Mais galvanisé par ses succès, Khomeini refuse toute négociation. Il pose des conditions qu'il sait inacceptables. La destitution de Saddam Hussein, le jugement des responsables et le versement de réparations de guerre massives. À cela s'ajoute une volonté plus idéologique, installer à Bagdad un régime islamique sur le modèle iranien. Ces conditions divisent même les mollahs, certains plaidant pour la paix. Mais Khomeini tranche. La guerre doit continuer. L'Iran lance une grande contre-offensive à l'été 1982. Objectif, prendre Bassora et couper l'Irak du Golfe Persique, ce qui étranglerait son économie en empêchant les exportations de pétrole. Pour cela, le régime s'appuie sur une mobilisation sans précédent. Les gardiens de la révolution prennent la tête des opérations, soutenus par les Bassidji, des volontaires très jeunes, envoyés par vagues humaines contre les positions irakiennes. Mal armés, souvent avec pour seul signe distinctif une clé du paradis autour du cou, ils sont envoyés pour déminer le terrain et sont sacrifiés par milliers lors des assauts. Le régime érige ce sacrifice en vertu suprême. Naît alors un véritable culte des martyrs, exalté par des affiches, des funérailles publiques et des sermons. Chaque mort est présenté comme un soldat de Dieu, dans un climat de ferveur religieuse. Mais ces offensives souffrent d'un manque de coordination. Les plans de l'armée régulière sont souvent interceptés par l'Irak, qui a même réussi à trouver le moyen de décrypter les messages codés iraniens, tandis que les assauts improvisés des Pasdaran et des Bassidji restent isolés et mal soutenus par l'armée régulière. L'Irak défend Bassora coûte que coûte. Les tranchées sont creusées, des barbelés et des mines posées. Le conflit prend le visage de la Première Guerre mondiale. Les frappes d'artillerie sont suivies d'attaques massives de fantassins, souvent les Bassidji qui se sacrifient. Le nombre de victimes est considérable. Saddam Hussein croit l'Iran incapable de supporter longtemps de telles pertes, mais il sous-estime la ferveur iranienne. Au nord, les Kurdes voient dans cette guerre l'occasion de s'affranchir du régime de Saddam et d'obtenir leur indépendance. L'Iran fournit alors du matériel à la guérilla kurde pour diviser les forces irakiennes. Mais aucune avancée significative n'a lieu. Dès 1983, Saddam change de méthode. Ses troupes commencent à utiliser des armes chimiques, d'abord contre les soldats iraniens, puis contre les villes kurdes, accusées de collaborer avec Téhéran. Pour atteindre Bassora, le régime iranien lance des centaines de milliers de combattants sur les îles Majnoun, riches en pétrole. C'est une victoire. Et l'offensive échoue à percer jusqu'à Bassora. Les pertes sont immenses et l'équilibre du front demeure inchangé. Le conflit s'étend alors au Golfe Persique. C'est la guerre des tankers, la guerre des pétroliers. L'Irak frappe l'île de Karg, principal terminal pétrolier du régime islamique, et attaque les tankers quittant les ports iraniens. L'Iran riposte en visant les navires koweïtiens et saoudiens, accusés de soutenir Saddam, mais aussi les navires sous pavillon de complaisance, libériens ou panaméens. Entre 1984 et 1987, plus de 400 navires sont endommagés, faisant de cette guerre maritime la plus vaste depuis 1945. En parallèle, Saddam Hussein lance la guerre des villes. L'Irak bombarde massivement les grandes villes iraniennes, frappant aveuglément et tuant des milliers de civils. L'Iran réplique et attaque Bagdad. Face à la menace sur le trafic pétrolier, les grandes puissances interviennent. À partir de 1987, les États-Unis escortent les pétroliers koweïtiens qui passent sous pavillon américain. L'URSS et la France déploient aussi leurs navires de guerre. Le conflit est désormais une affaire mondiale. Officiellement, les grandes puissances occidentales soutiennent Saddam Hussein, considéré comme un rempart à la révolution islamique. Mais à partir de 1985, les États-Unis mettent en place un double jeu. Pour obtenir la libération d'otages occidentaux retenus au Liban par le Hezbollah, qui est allié de l'Iran, des responsables américains organisent secrètement des ventes d'armes à l'Iran. Une partie des bénéfices est détournée.
Ils servent à financer la guérilla des Contras au Nicaragua, une milice paramilitaire opposée au gouvernement socialiste en place, que Reagan considère comme communiste. Cette opération s'effectue en violation de l'interdiction votée par le Congrès de soutenir l'Iran. Révélée en 1986, l'affaire Iran-Contra, connue en France sous le terme d'Iran-Gate, provoque un séisme politique aux États-Unis. Des collaborateurs de la Maison-Blanche démissionnent, dont le conseiller à la sécurité nationale. Certains sont inculpés et condamnés. Ronald Reagan, d'abord dans le déni, finit par reconnaître une erreur, tout en niant avoir autorisé un échange armes contre otages. Sa présidence sort durablement affaiblie par ce scandale, qui expose au grand jour l'ampleur des pratiques clandestines de l'exécutif et révèle au monde le cynisme de ceux qui soutiennent le conflit. La guerre s'enlise. Offensive et contre-offensive se succèdent durant les années 1986-1987, au prix de milliers de morts. L'Iran parvient à s'emparer de la péninsule de Faou en février 1986, seule grande avancée militaire sur un front qui ne bouge plus. Pour Saddam, c'est une humiliation. Faou est la porte d'entrée du sud de l'Irak. Mais à partir de 1988, la situation s'inverse. Saddam Hussein lance une série d'offensives éclairs. Son armée, modernisée par les livraisons étrangères et financée par les monarchies du Golfe, engage des divisions entières. Il bombarde les villes et utilise systématiquement des armes chimiques. En quelques mois, tous les gains iraniens sont effacés. La péninsule de Faou, les îles Majnoun et une partie du Khouzistan repassent sous contrôle irakien. Les troupes iraniennes, épuisées, mal équipées et privées de soutien extérieur, ne peuvent contenir l'avancée. Dans le Kurdistan irakien, Saddam déclenche la campagne Anfal. En mars 1988, la ville de Halabja est bombardée au gaz, provoquant la mort de près de 5000 civils. Cette campagne, qui s'étale sur plusieurs mois, détruit plus de 2000 villages et fait entre 50 000 et 100 000 morts kurdes. Sur mer, la guerre des tankers atteint son paroxysme. L'US Navy, déployée pour escorter les pétroliers, entre en confrontation directe avec l'Iran. En avril 1988, les Américains détruisent une partie de la flotte iranienne. Quelques mois plus tard, un Airbus d'Iran Air est abattu par un croiseur américain. Les États-Unis parlent d'une erreur, mais l'incident provoque un choc immense en Iran. 290 civils sont tués. Pour Khomeini, la situation devient intenable. Le pays a perdu des milliers d'hommes et son économie est à terre à cause de l'embargo et de la guerre des pétroliers. Le régime est totalement isolé sur la scène internationale. Même au sein du pouvoir, les pressions se multiplient pour mettre fin à cette guerre. Les grandes offensives irakiennes de 1988, appuyées par les gaz, démoralisent totalement les populations, qui vivent désormais dans la peur d'une attaque chimique. L'ayatollah n'a plus le choix. En juillet 1988, il se résigne à accepter la résolution 598 de l'ONU. Il accepte le cessez-le-feu. Khomeini décrit cette décision comme « boire le calice empoisonné ». La guerre est terminée. Mais Saddam tente un dernier coup. Il envoie les Moudjahidines du peuple, un mouvement iranien opposé à la République islamique, renverser le pouvoir. L'opération Illumination éternelle est un cuisant échec. 1300 Moudjahidines sont tués, et une vague de répression sans précédent s'abat sur l'opposition iranienne. La guerre Iran-Irak a duré 8 ans. Militairement, aucun camp ne sort vainqueur. On revient aux frontières de 1980. On estime que le conflit a fait entre 500 000 et 1 million de morts, et plus du double de blessés. Des millions de personnes ont été déplacées, en particulier dans les zones frontalières. Les infrastructures des deux pays sont dévastées. Raffineries, ports, routes, centrales électriques, écoles et hôpitaux. L'Iran, étranglé par l'embargo et la chute de ses exportations pétrolières, voit son économie ruinée. L'autorité de Saddam Hussein sort renforcée, mais l'Irak s'est massivement endetté auprès de ses alliés occidentaux et arabes du Golfe, notamment le Koweït et l'Arabie Saoudite. Une situation qui pèsera directement dans les tensions futures. En Iran, le régime de Khomeini survit au prix d'énormes sacrifices. La République islamique est consolidée et le pouvoir religieux renforcé par le culte des martyrs et le rôle désormais prépondérant des gardiens de la révolution, mais au prix d'un traumatisme national. Enfin, au niveau régional, le conflit bouleverse les équilibres. Les monarchies du Golfe sortent inquiètes de la montée en puissance de l'Irak, qu'elles ont pourtant soutenue. Les États-Unis renforcent leur présence militaire dans le Golfe. À peine 2 ans après la fin du conflit, Saddam Hussein, étranglé par ses dettes et persuadé que ses alliés du Golfe lui doivent reconnaissance, décide d'attaquer le Koweït.
L'invasion de l'Émirat marque le début de la première guerre du Golfe et ouvre une nouvelle séquence de conflits au Moyen-Orient, qui se poursuit encore de nos jours.